Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, il y a énormément de discussions, vous l'avez compris. Proudhon, par exemple, lui avait compris que Louis-Napoléon, allait être le fossoyeur de la République. Il s'est exprimé avec sa violence coutumière. Si vous connaissez Proudhon, vous le savez, un pamphlet d'une violence sans égale. La présidence, c'est la monarchie. Votre président sera roi. Vous seriez-vous par hasard imaginé nos Solons et nos Lycurges, disait-il, que le peuple, ayant à marier sa fille, la République irait lui donner un manant tel que vous ou moi? Cavaignac, Lamartine, Ledru-Rollin ou Thomas Diafoirus? Fou que vous êtes! Est-ce que le peuple connaît ce monde-là? Ce qu'il lui faut pour la République, c'est un bon mâle, de forte encolure et de noble race. On plaisante à tort et à travers sur Louis Bonaparte. Son véritable titre à la présidence est justement de n'être rien de ce que ses envieux lui demandaient. Ni homme de guerre, ni homme d'affaires, ni homme d'État. Son titre à lui, c'est d'être Napoléon. La France monarchique jusqu'à la moelle ne demande rien de plus. C'est extraordinaire. Là encore, c'est vrai que je le dis souvent, c'est terrible, mais voyez la différence entre ce type de discours et ceux d'aujourd'hui, on en est loin. Je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant, mais quand même, il y avait une certaine éloquence. Et il va même plus loin, il va même inviter Napoléon à prendre possession carrément de ce peuple de Tartuffes et de courtisans. Voilà ce qu'il dit. Ils disent de toi que tu n'es qu'un crétin, un aventurier, un fou. Tu as fait la police et joué la comédie. Tu as toute l'étoffe à la férocité près qui n'est plus de notre âge, des Néron et des Caligula. Viens, dis-je, tu es l'homme qu'il nous faut. Viens mettre à la raison ces bourgeois. Viens prendre leur dernier enfant et leur dernier écu. Viens venger le socialisme, le communisme, le fouriérisme, le cabétisme. Viens, les apostats de tous les règnes sont là qui t'attendent, prêts à te faire litière de leur conscience comme de leurs femmes. Il manquait une gloire au nom des Bonaparte. Viens terminer nos discordes en prenant nos libertés. Viens consommer la honte du peuple français. Viens, viens, viens. Et oui, tout ça, vous mettez en exergue le discours de Victor Hugo, que je vous ai déjà lu, qui est extraordinaire. Vous savez, cet homme qui n'est rien va soulever le sceptre des géants, etc. etc. C'est extraordinaire. On est dans une époque fantastique, je trouve. En tout cas, l'Assemblée n'allait pas tarder à s'apercevoir qu'elle avait commis une faute irréparable en repoussant l'amendement de Grévy. Quoi d'étonnant, si durant les jours sombres du Second Empire, je dis les jours sombres, c'est pour rigoler, bien sûr, vous savez ce que je pense, des heures sombres et des heures roses, quoi que ce soit, tout ça n'existe pas. Le souvenir des républicains vaincus s'est porté sur l'homme politique qui avait prévu le danger et donné le moyen de l'éviter. Vous comprenez petit à petit comment justement Jules Grévy va arriver à la présidence de la République petit à petit, mais ça va prendre un moment. Il va se signaler à nouveau, notre Jules Grévy, en mettant en balance le pouvoir du président de la République avec celui justement de l'Assemblée, cette fois par un raisonnement impeccable. Il parvient non seulement à se faire écouter de l'Assemblée, mais encore à s'imposer à elle et finalement à la convaincre. Voilà le discours. J'ai été étonné d'entendre M. Crémieux vous dire que vous aviez le droit de faire les lois organiques et vous contestez le pouvoir constituant. Si ce n'est pas de votre pouvoir constituant que vous ferez les lois organiques, vous n'aurez pas le droit de les faire. Alors plusieurs membres à ce moment-là, oui, c'est clair, il a raison. Vous n'avez pas le droit de les faire. Vous êtes une assemblée constituante et non pas une assemblée législative. Alors là, adhésion, on applaudit. Vous n'êtes qu'une assemblée constituante et c'est parce que les lois organiques sont une partie intégrale de la Constitution, c'est parce qu'elles en sont le développement et le complément nécessaire que vous avez le droit de les faire. Si ce ne sont que des lois ordinaires, si c'est le pouvoir législatif qui doit les édicter, elles ne sont pas de votre compétence. Vous ne pouvez pas vous transformer en assemblée législative, ce serait une véritable usurpation. Lorsque votre pouvoir constituant aura été épuisé, votre obligation est de vous retirer. Vous voyez, alors ça marque, évidemment, ça les fait réfléchir. Et devant l'Assemblée, dans une chambre réactionnaire, Jules Grévy va intervenir souvent contre le gouvernement ou les décisions du prince-président. Il apparaît comme ça, comme le seul leader de gauche foncièrement républicain, considérant que seul, encore une fois, l'urne et la tribune sont les éléments essentiels de la démocratie. Il n'est pas très loin quand même de ce que pense Louis-Napoléon Bonaparte, même si après, ça va changer, c'est sûr. Le pouvoir du peuple est dans son bulletin de vote. Il n'est pas dans le pavé des boulevards. Voilà ce qu'il pense.
je crois que c'est la vérité républicaine en réalité. Mais ça, c'est ce que j'en pense, vous en fichez littéralement. Et vous avez raison. Bref, Jules Grévy, pendant ses interventions, qui, encore une fois, le faisait de plus en plus connaître, respecter du monde politique, continue quand même de s'intéresser au Jura, d'autant que des élections législatives vont suivre normalement les élections à la Constituante. Et contrairement à ce qui s'est passé dans le pays, le Jura, aux élections législatives de mai 1849, va voter rouge. Grévy sera réélu. Malgré tout, il a toujours été sensible en fait aux problèmes posés par la liberté de la presse. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Et les temps étaient en train de changer pas à pas. En fait, Louis-Napoléon est en train de reconquérir ses pouvoirs constitutionnels. Il va beaucoup voyager d'ailleurs. Il va se rendre dans beaucoup de villes de province où il reçoit en plus un accueil extrêmement chaleureux. Par exemple, la réception à Dole, forcément à Dole en 1850, c'est important pour nous. Il descend en grande pompe l'avenue et le cortège est accueilli par des cris « Vive l'empereur, vive la République !» Vous imaginez un petit peu Dole-la-Rouge qui est en train de changer en 2 ans. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et à partir de l'automne 1850, eh bien, l'usage est en train de se mettre en place, de s'établir, de s'écrier à l'issue de chaque discours de Louis-Napoléon « Vive Napoléon !» et même « Vive l'empereur !» comme je viens de vous le dire. Et forcément, le prince-président va exploiter la situation. Il déclare d'ailleurs à Dijon le 1er juin 1851 « Le pays ne veut ni le retour à l'ancien régime, ni l'essai d'utopie funeste. Si la France reconnaît qu'on n'a pas le droit de disposer d'elle sans elle, la France n'a qu'à le dire. Mon énergie et mon courage ne lui manqueront pas. » Et depuis le début de l'année 1851, on peut le dire, on sent venir le coup d'État. C'est là qu'il y a le fameux discours de Victor Hugo qui arrive. Beaucoup à gauche pensaient que les royalistes devanceraient les bonapartistes. En fait, c'est pas le cas de Grévy qui faisait une fois de plus une analyse exacte de la situation. C'est comme ça qu'au mois de novembre, il va voter pour la proposition des quêteurs qui ont pour but de placer une force armée à la disposition de l'Assemblée pour la protéger contre l'éventualité d'un coup d'État. Et à partir de cette séance, vous avez un ami de Grévy qui va l'arrêter sur le seuil du Palais Bourbon pour lui demander la nouvelle du jour. « Finis républiqué !» répond Grévy. Encore une fois, cet homme-là a une prescience, si vous voulez, une prescience politique. Voilà, on peut dire ça. Le coup d'État fait l'objet de toutes les conversations, bien sûr. Les uns, pour la plupart, pensaient qu'il n'oserait pas. D'autres, au contraire, comme Grévy, sentaient qu'il irait jusqu'au bout. Il, c'est évidemment le prince-président, surtout avec l'appui d'un tel courant populaire, comme je vous l'ai expliqué. Au matin du coup d'État, Jules Grévy se retrouve légitimiste avec ses collègues républicains à la mairie du 10e arrondissement. La déchéance du prince-président est votée, ainsi que la réquisition de la garde nationale pour défendre l'Assemblée, mais l'armée a vite fait d'intervenir pour chasser ce qu'on appelle les bavards, les avocats en fait. Là se place l'épisode qui situe, encore une fois, le caractère de Jules Grévy. Il s'avance vers l'officier commandant le détachement, il lui dit « N'oubliez pas que vous devez obéissance à la Constitution et à l'article 68 ». Au lieu d'essayer d'ameuter la rue et de monter sur les barricades, il use, encore une fois, d'arguments juridique. Il a le droit pour lui, c'est essentiel. L'article 68, en plus, est formel. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à son mandat est un crime de haute trahison. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.